Mais avant de le développer, on va d'abord aller en Swaziland. Évidemment, ici, chez nous, on ne parle pas seulement du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Mali, absolument pas. On a d'ailleurs compris que la mentalité francolâtre est généralement centrée sur la francophonie. La mentalité francophile en Afrique est malheureusement très reculée par rapport aux anglo-saxons africains. Ok. Eswatini, voilà, un pays très intéressant. En fait, c'est un royaume, pas un pays du tout, dirigé par un roi, appelé roi Mswati III, ok, le troisième, a 16 épouses et 32 enfants. Pourquoi faudrait-il avoir 16 épouses? Qui en a vraiment besoin? Est-ce qu'elles sont toutes satisfaites sur le plan intime? La satisfaction peut-elle être vraiment intime? On se pose des questions. Parce que bon, naturellement, il y a beaucoup de femmes qui n'ont vraiment pas besoin de satisfaction intime. Il faut le dire. Il y a beaucoup de femmes. En fait, les femmes sont différentes, hein. Il faut pas généraliser son cas, évidemment. Il y a des femmes qui peuvent vivre pendant 1 année, 2 ans sans en avoir et sans avoir de soucis du tout. Et sans en chercher et sans même y penser. Ça existe. Et elles ne sont pas frigides, ne vous en faites pas. Parce que quand l'environnement est propice et qu'il y a une bonne personne devant elle, elle est tout à fait florissante. Par contre, il y a aussi des femmes qui en veulent 1 fois tous les 5 heures. Ou les 3 heures, ça dépend. Ou 7 fois par jour. Ah oui. Alors, dans le cas de King Mswati le troisième, pouvons-nous dire que toutes ces femmes sont insatisfaites ou aigries ou non épanouies? Absolument pas. On comprend tout à fait qu'il est naturellement normal pour des gens qui ont vécu toute leur vie en Occident ou ceux qui ont carrément adopté la mentalité de s'opposer à ce système social, disant la polygamie est inutile, ça ne sert absolument à rien, pourquoi tu as besoin d'autant de personnes? Mais bon, il faut vous rappeler aussi qu'en Afrique, dans sa généralité, dans beaucoup d'endroits, la polygamie ne posait aucun problème. Au fait, la théorie priant la jalousie était une théorie exogène. C'est-à-dire, dans le passé, on comprenait tout à fait qu'un homme veuille d'une 2e ou une 3e femme, puisque ça lui était permis sans difficulté. Mais bon, c'est de la même façon, on a adopté la mentalité selon laquelle avoir une 2e ou 3e femme est un problème démoniaque. Bon, écoutez, il faut aussi rentrer dans les bases, parce que les mêmes personnes qui jugent des démoniaques le fait d'être polygame sont les mêmes personnes qui soutiennent les hommes qui aiment d'autres hommes. C'est quand même paradoxal, n'est-ce pas? Si on peut respecter les hommes qui sont papa, pourquoi ne faudrait-il pas respecter ceux qui veulent avoir plusieurs femmes? Et surtout si ces femmes sont libres d'accepter ou pas. En effet, il y a aussi des gens qui vous disent que les femmes acceptent la polygamie. Généralement, c'est par la misère ou encore par le manque d'éducation ou manque de connaissances. L'une des épouses de King Mswati III, Inkosinati Lamatsebula, la première épouse du roi Mswati III, est titulaire d'un diplôme en psychologie et d'un master en histoire. Ce n'est pas une imbécile, absolument pas. Elle a quand même accepté ce setting où elle vivra avec plusieurs autres femmes, sans difficulté. D'aucuns diront, écoutez, en fin de compte, c'est un roi. C'est un point très élégant à prendre en considération. Mais faudrait-il dire que tous ceux qui sont polygames aujourd'hui sont rois? Absolument pas. Le roi Mswati a aussi épousé Nontsebo Zuma, la fille du président Zuma, à 21 ans d'âge. Le président Zuma et ces messieurs ici, ex-président de l'Afrique du Sud, ce sont des Zoulous. Bon, regardez la carte. Ça, c'est le Swaziland. Ça, c'est l'Afrique du Sud. 2 pays différents. Comment pouvez-vous expliquer ça? Le concept est bizarre, n'est-ce pas? Un pays qui est presque à moitié à l'intérieur de l'Afrique du Sud étant un pays différent de l'Afrique du Sud. C'est quand même bizarre parce que ceux qui vivent en Swaziland sont des Baswati. Il y a aussi des Baswati en Afrique du Sud qui parlent la même langue, la même culture. Les Baswati, en effet, sont cousins aux Zoulous. Ils ont les mêmes cultures. Donc, le monsieur a épousé la fille de l'ex-président Jacob Zuma, qui est très influent en Afrique du Sud. La question qu'on se pose ici, c'est, il a fait ça par amour simple ou par stratégie? Il faut se poser la question. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de stratégie là-dessus. Parce qu'en épousant la fille de quelqu'un, vous gagnez aussi sa confiance, vous gagnez aussi sa protection financière tant que physique. Alors, en Swaziland, un pays très intéressant, malheureusement, un pays criblé de VIH. 1 personne sur 4 est atteinte du VIH. Swaziland ou Eswatini, mais ils sont très belles. Regardez celles-là. Elles aussi, elles sont jolies, n'est-ce pas? Hein? Elles aussi. Il y en a plein. Elles sont généralement magnifiques comme femmes. Et écoutez, le VIH évidemment aujourd'hui n'est pas une condamnation à mort. Il y a beaucoup de gens qui se marient comme ça étant positifs. Il y a aussi des gens négatifs qui épousent des gens qui sont positifs. Ils sont appelés des couples sérodiscordants qui, avec un management intelligent, ont des enfants qui sont complètement séronégatifs. Ah oui, il y a des gens séropositifs qui épousent des femmes séronégatives ou vice-versa et font des enfants qui sont séronégatifs et vivent une vie tout à fait normale. Pendant que vous qui êtes séronégatifs, vous mourrez avant eux des misères, de peines, de jalousies et de meurtres. Voilà. Alors, ce n'est pas vraiment un problème comme ça, pas en Afrique du Sud. Dans la culture au Swaziland, évidemment, ici, on apprend la culture, c'est important. Ce n'est pas essentiellement Ibrahim Traoré a fait quoi, c'est bien tout ça, mais il faut élargir la connaissance. Dans leur culture, le roi a le droit de choisir une femme. Plus d'1 fois par an, le roi peut choisir une femme. Et avec ça, les femmes qui sont sélectionnées, évidemment, sont des filles qui sont vierges. Ah oui, il faut être vierge ou rien. Et je sais qu'ici, beaucoup de gens sont intrigués quand on parle de body count. Tu veux faire mon body count ou quoi? Je veux mon body count. Ah oui, il faut être préservé.
Et les familles, dans ce cas, sont dans l'impération de vouloir protéger leurs enfants, dans l'objectif de finalement devenir un jour peut-être la femme du roi. Okay? On ne peut pas présenter une petite fille comme on pensait qu'elle était tout ça, et le roi découvre que voilà, il y a un trou plus gros que les... Bon, bref, il ne faut pas entrer dans ces histoires-là. Pourquoi sommes-nous en train de parler de la Swaziland? Parce que Donald Trump et son équipe ont envoyé 5 immigrés qu'ils disent avoir été condamnés pour des crimes graves vers la nation africaine d'Eswatini. Avant, ça s'appelait Swaziland, maintenant ça s'appelle Eswatini, pour récupérer le rythme africain. Les États-Unis ont déjà déporté 8 personnes en effet, envoyé 8 personnes au Soudan, après que la Cour suprême ait levé les restrictions concernant l'envoi des personnes vers des pays où ils n'ont aucun lien. C'est-à-dire aujourd'hui, les États-Unis peuvent vous envoyer dans un pays qui ne vous connaît pas et vous ne connaissez pas. C'est ce qu'on a fait d'un Congolais là, un Congolais zaïrois. On l'a pas jeté au Congo Zaïre, on l'a jeté au Soudan du Sud. Chez ces gens comme ça là, et celui-là. Ils sont très grands d'État, il va certainement épouser une femme noire. Parce que bon, écoutez, il n'y a pas de route du Soudan au Zaïre, il n'y en a pas. Faut prendre l'avion. Jusque-là, comme monsieur n'a pas les documents, il va commencer à comment il fera pour voyager. Bref, le Soudan a été obligé de recevoir ces personnes. Sinon, les États-Unis allaient punir. Les États-Unis ont commencé par punir en faisant quoi? On a annulé tous les visas des Soudanais aux États-Unis d'Amérique, même ceux qui étaient légaux. Parce que le Soudan avait refusé d'accepter le Congolais qui était renvoyé au Soudan comme déporté. Le Soudan a dit non, le Soudan du Sud évidemment, a dit non, ce monsieur n'est pas l'un de nous. Il faut le reprendre. Les Américains ont dit si vous ne le reprenez pas, on annule tous vos visas. Ils ont douté, ils ont fait ça. Et jusque-là, on n'a même pas renouvelé ces visas. Ils ont dit, on verra avec le temps, si le Soudan continue à coopérer, finalement, on va décider de... Donc, il y a certains pays africains qui ont accepté la demande menaçante de Donald Trump de recevoir des gens. Mais ce qui est intéressant ici à retenir, c'est que ce n'est pas gratos. Okay? La secrétaire adjointe de la sécurité intérieure, Tricia McLaughlin, a déclaré que ces 5 hommes, citoyens du Vietnam, de la Jamaïque, du Cuba, du Yémen et du Laos, avaient été déportés vers Eswatini. Elle a précisé qu'ils étaient tous des criminels condamnés et des individus si particulièrement barbares que leur pays d'origine ont refusé de les reprendre. Des gens particulièrement barbares que leur pays d'origine dit non, on ne veut pas de garder-les là-bas. Et c'est comme ça les États-Unis ont dit non, si on ne veut pas, on va les envoyer en Afrique. Des gens de Cuba, Jamaïque, Yémen, Laos, ça ne rigole pas. Encore même plus forte raison, vous ou votre cousin qui est parti là-bas dans des commissions de l'église où il y avait colloque, mais il n'est jamais rentré à la maison au nom de Jésus. Ah oui, les gens font ça. L'une des manières les plus faciles de partir aux États-Unis, c'est à travers des conférences de prière. Et puis bon, on se pose la question, c'était vraiment la prière ou la sorcellerie? Enfin bref. McLaughlin a déclaré qu'ils étaient condamnés pour des crimes violents, incluant le meurtre, le viol d'enfants et qu'un d'eux était un membre confirmé d'un gang. Comment vous partez chez les gens faire des viols d'enfants? Vraiment, je ne comprends pas. Naturellement, vous posez la question de savoir pourquoi ils ont accepté ça. Est-ce que c'est par menace? Est-ce que Trump a dit « je vais vous punir si vous ne recevez pas ces gens » Ce n'est absolument pas ça. Premièrement, Eswatini veut avoir des faveurs des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire être perçu positivement est une bonne chose pour eux parce que c'est un pays qui a été négligé depuis très longtemps, qui aussi quelquefois reçoit des répressions internationales. C'est une façon de gagner. Quand vous dites aux Américains, on prendra toute votre merde, écoutez, les Américains vous aiment bien. Secondo, il a été reporté qu'il y a eu des échanges financiers. Okay? C'est-à-dire les États-Unis ont proposé de l'argent à ce pays. Pourquoi on accepterait des gens comme ça? Évidemment, en acceptant un deal comme ça, on accepte des risques aussi. Les risques numéro 1, c'est-à-dire les Eswatini a beaucoup de criminels en prison. Okay? Donc les prisons sont engorgées. Généralement en Afrique, les prisons qui ne peuvent que contenir 7000 personnes sont souvent remplies de 17 000 personnes. Ce n'est pas différent à Eswatini. Évidemment, ici, vous importez dans votre pays des criminels de haut niveau, tels que des violeurs d'enfants, des tueurs. Vous créez un nouveau problème. Au cas où ils se retrouvaient dans la société, ça serait absolument absurde. Il y a des pays qui négocient actuellement avec les États-Unis pour accepter de refouler, de déporter les États-Unis. Des pays africains, ah oui. Il y a le Rwanda. Le Rwanda est en discussion préliminaire avec les États-Unis pour potentiellement accepter de déporter des pays tiers. Si l'accord est finalisé, c'est la ferait du Rwanda la première nation africaine à accepter un tel arrangement. Est-ce que le Rwanda va accepter? Absolument, le Rwanda va accepter. Pourquoi? Parce que le Rwanda l'a déjà fait dans le passé avec la Grande-Bretagne. Les Britanniques envoyaient les immigrants, les immigrés, tous les voleurs africains qui partaient là-bas pour aller au Rwanda. Ils ont reçu à peu près 3 millions de livres sterling dans l'objectif, en tout cas à peu près,
de créer des locations, des habitations où seraient abritées toutes ces personnes qui partent en Grande-Bretagne pour se faire une belle vie. Les Britanniques en avaient marre de recevoir toute la misère du monde qui venait là-bas, dépensant à peu près 20 millions de dollars par jour pour vous héberger dans des histoires. C'était complètement incohérent. Donc il faudrait vous envoyer au Rwanda, quelque part dans un pays où les gens vous ressemblent. Enfin, ils vous ressemblent pas beaucoup, mais ils sont comme ça. Ils sont quand même très jolis, hein, les frères et les femmes. Celle-là, c'est une Rwandaise. Ça aussi. Regardez-moi ça. Et ça. Yo. Et ça. Et Nyash. Oh là là. Donc si Nyash, c'est votre truc, le Rwanda, c'est... Non, peut-être l'Ouganda. Non, Nyash, c'est l'Ouganda. Enfin, bref, restez concentrés. Alors, le Rwanda l'a déjà fait dans le passé, ça ne sera pas du nouveau. C'est facile. Enfin, il y a beaucoup de gens qui s'étaient plaints, disant pourquoi le Rwanda a accepté d'accueillir les réfugiés africains, c'était anti-africain et tout le bazar. Bon, en réalité, la Grande-Bretagne était d'abord partie au Ghana pour essayer de négocier, disant est-ce que vous pouvez recevoir des immigrés africains qui viennent ici illégalement. Le Ghana a dit non, on ne peut malheureusement pas faire ça. Ils sont partis au Kenya présentant la même requête, le Kenya disant écoutez, non, on peut malheureusement pas faire ça, ça fait pas partie de notre politique étrangère. Parti au Rwanda pour la même raison, le Rwanda disait qu'est-ce qu'on en gagne. Écoutez, du flouze, il y a 300 millions de dollars et plus. C'est l'argent. Le Rwanda en a besoin pour les routes, pour les écoles, pour les hôpitaux et tout le bazar. Et beaucoup de gens étaient vraiment mécontents. La question qui se pose, est-ce la faute du Rwanda que votre pays est en train de faillir? Non, ce n'est pas la faute du Rwanda que votre gouvernement est un gouvernement paupérisateur, voleur qui n'investit pas dans le pays. Okay? Chaque pays a des ressources en Afrique, au moins. Okay? Même si ce sont des ressources réelles ou pas, vous vous en servez pour développer la nation, pour construire des hôpitaux décents, pour construire des routes, des écoles et tout le bazar, pour assurer la survie de la population. Vous le faites pas et votre population va partir en Grande-Bretagne et le Rwanda est censé dire non au nom des Afriques. Absolument pas. Le Rwanda en a profité. Nous sommes là. Il y a aussi le Nigeria, second pays qui a été proposé possibilité de recevoir les Africains. Le Nigeria a rejeté la pression américaine d'accepter les déportés des pays tiers. Comme raison, ils ont invoqué la préoccupation liée à la capacité et la sécurité. Donc, le Nigeria a déjà 23 millions. Ils vont accepter des gens pour les mettre où? Vous pouvez simplement vous imaginer l'état des prisons au Nigeria. Regardez-moi ça. Tu vas te mettre où? Question de sécurité. Même si vous êtes un voyou, tout ça. C'est pas au Nigeria que vous allez faire votre banditisme. Ils ont des vrais bandits là-bas. Hein? D'ailleurs, les chrétiens, en effet, ils sont massacrés là-bas chez eux. On n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas un seul lieu sur Terre où les chrétiens sont tués plus qu'au Nigeria. Ah oui, ce sont par des gens, des extrémistes islamistes qui descendent dans les rues. Quelquefois, vous ne faites pas la religion, on vous abat, ou on vous emmène dans un coin. Oui, le Nigeria est très dangereux, hein, ne vous en faites pas. C'est bien beau tout ça, Whisky, Davido et Burna Boy, tout ça. Mais ça c'est le 1% of the 1%. C'est ça leur vie. D'ailleurs, eux-mêmes au Nigeria, ils ont des convois des militaires qui les accompagnent partout où ils vont. Ce n'est pas un lieu où il faut aller faire du... L'Afrique est-elle prête pour la démocratie, la liberté, l'égalité, le respect? C'est difficile en Afrique de voir une personne puissante respecter ceux qui sont pas aussi puissants à son niveau. C'est rare de voir en Afrique une personne noire puissante respecter et considérer la vie, la position, la stance d'une personne moins puissante. C'est difficile. Je ne sais pas si les Africains sont prêts. L'Afrique est-elle prête pour la démocratie? Parce qu'évidemment, on entend très souvent les gens dire le colonialisme a fait ceci, l'esclavage nous a dépouillé de tout ce que nous avions, la France, l'Europe, les États-Unis. D'accord. Okay, ils font des choses négatives, oui, d'accord. Mais qu'est-ce que vous vous faites à vous-même, entre noirs? Et c'est ça, je pense que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes m'insupportent, c'est parce que la vérité est toujours difficile à absorber. Comment est-ce que vous vous supportez, vous tolérez entre vous? C'est facile de dire au racisme. Ok, en France, en Belgique, on nous considère mal. En Allemagne, on n'aime pas les Noirs. Mais comment vous vous traitez entre vous? Parce que généralement, les gens ne vous traitent qu'en rapport avec le traitement que vous infligez à vous-même. Comment votre gouvernement vous traite? Avant d'accuser un gouvernement étranger de vous avoir maintenu à l'immigration pendant des heures. Comment vous considérez chez vous quand on vous maintient sous les ordres de quelqu'un? C'est choquant. C'est bouleversant. Il faut commencer par ça. Le président camerounais Paul Biya vient de faire un remaniement total de l'armée. Un changement emphatique grave. Le président Biya a procédé à un remaniement significatif de la haute hiérarchie militaire. Ça se passe dans l'armée. Biya a publié une série de décrets nommant des nouveaux chefs d'état-major pour l'infanterie, l'armée de l'air et la marine, tout en promouvant 8 généraux de brigade au grade de général de division. Donc, beaucoup de gens dans l'armée ont été changés. On a fait un remaniement total, on a placé au-dessus des positions ceux qui n'étaient pas tout à fait là-bas, et c'est très intéressant.
C'est intéressant de voir pourquoi, parce que ça se passe justement au moment où il annonce sa candidature à la présidentielle. 2 jours seulement après avoir officiellement annoncé sa candidature pour un 8e mandat aux élections présidentielles prévues le 12 octobre 2025. Cela est conforme à nos statuts, article 27, alinéa 3 des textes de base du RDPC. Cela est également conforme aux appels pressants des millions de Camerounaises et de Camerounais qui ont exhorté le président à se porter candidat. Nous sommes donc très satisfaits, mais nous savons que le travail ne sera pas facile. Nous avons plusieurs adversaires qui sont également compétents, travailleurs, percutants, et nous devons ratisser large, nous devons quadriller le terrain politique. L'armée est très importante, n'est-ce pas? L'armée salutaire. Pourquoi on changerait les choses? On ferait un remaniement de l'armée au moment où on veut se présenter à l'élection présidentielle. C'est certainement pour des raisons bien précises. Okay? Je pense qu'il est manifestement clair. Comme on sont d'accord plusieurs experts, on le fait pour s'assurer sa position, assurer que son mandat passe. Les analystes considèrent ce calendrier à l'ampleur de ce changement comme une stratégie visant à renforcer la loyauté militaire, en plaçant des figures de confiance autour du président dans une période électorale politique sensible, sur fond de critiques croissantes liées à son âge et à son long règne. Vous savez, le règne d'une personne ou de quoi que ce soit ne peut pas être éternel, sans remaniement, sans changement, sans reconfiguration. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui sont avec le temps, qui deviennent frustrés, okay, qui sont touchés par votre façon de gérer les choses et veulent un changement. Bien qu'ils ne le diront pas ouvertement, Monsieur le Président, je pense qu'il est temps de partir, mais ce sont des gens qui, à court de temps, avec le temps, deviennent de plus en plus frustrés et pas tout à fait joyeux par rapport à ça. Ils font tout à fait semblant. Et pour s'assurer que ça passe, il faudrait accorder des opportunités à ceux qui n'en avaient pas dans le passé, afin de réciproquer une certaine loyauté au moment des élections. Le 13 juillet 2025, Biya annonce officiellement sa candidature pour un 8e mandat. Le 16 juillet 2025, décret publié remaniant la haute hiérarchie militaire en promouvant des généraux. Vous pensez que les gens qui ont été bougés là sont contents? Non, ils sont pas contents. Ils ne sont pas contents du tout. Et c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont fait des investigations pour s'assurer. Celui-là, on le garde. Celui-là, on l'enlève. Parce que bon, lui là, on ne sait pas trop c'est quoi sa position. À 92 ans, Paul Biya est le plus ancien chef d'État en exercice en Afrique. Il s'est longtemps appuyé sur les forces de sécurité puissantes pour maintenir son emprise sur la présidence, qu'il occupe depuis 1982. Monsieur le Président depuis 1982. Et Paul Biya trouve que dans l'entièreté du Cameroun, parmi tous ces Camerounais ici, il n'y a aucun qui soit à la hauteur de sa capacité cérébrale. Il n'y a pas un seul Camerounais qui puisse assumer le rôle de l'office le plus haut de la République. Donc, en d'autres termes, les Camerounais sont bêtes, quoi. Monsieur Biya, dans d'autres endroits, évidemment, à son âge, devrait être à la retraite, en train de jouir de tout le grand travail qu'il a accompli pour la nation, n'est-ce pas? Mais au Cameroun, c'est pas le cas. La candidature de Paul Biya est une candidature de trop pour le Camerounais. Pour le Camerounais qui, depuis des années, on n'a rien vu. Les 43 ans, on pensait que les 43 ans lui suffisaient largement pour prendre sa retraite. Nous, on s'attendait à l'alternance au sommet de l'État. Par exemple, nous, depuis que je suis né, j'ai seulement vu un seul président. On s'attendait à voir un nouveau visage. Mais moi, j'ai été surpris par l'annonce de la candidature du chef de l'État. Mais nous comprenons aussi une chose, d'après quelqu'un que je respecte, que chaque peuple reçoit le dirigeant qu'il mérite. Okay, le dirigeant n'est pas importé d'ailleurs, c'est l'un de vous. Il ne fait que répliquer ce que la grande majorité des Camerounais feraient. C'est ça, c'est simple. Ah oui, c'est pas moi qui le dis. Chaque peuple reçoit le dirigeant qu'il mérite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comme solution? Pour l'interrogation. Est-ce que M. Biya veut vraiment être président? C'est ça la question. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, quand ils arrivent à la tête de l'État, viennent avec de très bonnes idées. Beaucoup de gens. Initialement, ils veulent vraiment faire des choses bien. Mais arriver à la tête de l'État, ce qui se passe, c'est quoi? Les proches, les amis, les membres de famille, les cousins, tout le bazar qui viennent. Mais attends, Dieu t'a donné le pouvoir. C'est Dieu qui t'a placé là, n'est-ce pas? On te rappelle même des versets bibliques, quelquefois, pour les chrétiens. Hein? Toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné l'autorité, n'est-ce pas? Toi, tu veux prendre l'autorité que Dieu t'a donné ça à la population. Pourquoi? Non, il faut rester là. Il faut rester là. Pourquoi tu dois partir? Parce que c'est à travers cette autorité que Dieu nous donne que nous vivons. À notre aise, nous sommes dans de bonnes conditions. Pourquoi tu veux changer ce que Dieu a placé? Voilà. Est-ce que c'est M. Biya qui veut vraiment être président? Ou bien il y a des gens autour de lui qui renforcent cette idée selon laquelle seul lui peut assumer ce rôle le plus important de la patrie? C'est un problème réel. Au Cameroun, malheureusement, même les avocats n'ont pas de droit. Le Cameroun, c'est une vraie république bananière. Ah oui, c'est une vraie république bananière. Quand on tabasse les avocats. Et puis bon, généralement, ils s'effacent ici sur Internet, mais là-bas, ils font rien. Voilà. C'est ça.
Les avocats sont battus. Récemment, on a tapé les avocats parce qu'ils ont présenté un truc. On a tabassé les avocats. Est-ce que c'est la France? C'est les États-Unis? Non. Le vrai problème, c'est en Afrique. Voilà pourquoi moi j'ai interdit. Je ne m'appelle pas mon frère. Je ne suis pas votre frère. Ok? Parce que les gens les plus méchants dans le monde qui sont ici, parmi ces gens-là qui vous ressemblent, c'est eux qui sont les plus méchants. C'est eux qui feront tout pour vous détruire. C'est eux qui feront tout pour remettre en question tout ce que vous avez bâti. C'est eux qui feront tout pour dévaluer, pour dégrader, pour dénigrer. C'est eux qui feront tout pour détruire votre vie, pour détruire votre caractère. Ils feront tout pour désengager, désempoisser tout ce que vous avez créé. C'est eux. Ce ne sont pas des blancs qui viennent vous détruire. Jamais. Peut-être la politique blanche, on pourrait comprendre, ils sont là pour leurs intérêts, les mines et tout le bazar. Mais après ça, sur le plan humanitaire, hein, uno, ce sont les noirs, c'est vous. Mais attendez, exposez-moi le contraire. La différence, c'est que vous racontez beaucoup de choses, mais aussitôt qu'on vous place en position de pouvoir, c'est incroyable. Même dans certains pays ici, où on parlait de dictature, vous arrêtez l'opposition, tout le bazar. Montrez-moi un seul pays en Afrique ici, où on n'arrête pas l'opposition. Montrez-moi un pays en Afrique où l'opposition n'est pas arrêtée. Ceux qui arrêtent les gens de l'opposition sont des Blancs, ce sont des Français, des Américains. Il faut arrêter à un moment donné. Les oppositions sont soit jetées en prison ou bien tuées. C'est comme ça l'Afrique. Ça ne se passe pas comme ça en Europe. Je suis désolé. Alors, M. Biya, il a apporté Internet au Cameroun, il faut le reconnaître. S'il n'y avait pas de M. Biya, aujourd'hui, Internet du Cameroun serait toujours en train de venir du Bénin et tout le bazar, comme dans le passé. Bon, M. Biya a fourni beaucoup d'efforts. Enfin, bref, oublions M. Biya. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Nous sommes ici dans la Maison-Blanche américaine, aux États-Unis d'Amérique. On a une réunion spéciale où les journalistes se permettent de poser des questions aux représentants ou aux porte-parole du gouvernement américain, des questions sur le point international. Alors, ici, il s'agissait de la situation entre la Russie et l'Ukraine, comparée à la situation d'Israël et la Palestine. Et ces journalistes posaient la question, pourquoi est-ce que les États-Unis ne s'expriment pas par rapport à ce qui se passe en Palestine ou à Gaza? Ils se sont manifestés très rapidement en ce qui concernait l'Ukraine, disant que les Russes bombardaient les établissements et les institutions ainsi que les infrastructures civiles sans regard. Mais pourquoi ne font-ils pas de même en ce qui concerne Gaza? Suivant. Internal determinations here at the State Department. I would say you've come out much more quickly than that. Given the amount of time that the bombing has been going on in Gaza, you've had enough time. You've had more time than in some cases. We have not seen Russians warning civilians to vacate apartment buildings when they launch them. We've seen evidence in Russia's case of deliberately targeting civilian infrastructure. Wow. Donc, nous n'avons pas vu les Russes jeter des pamphlets sur lesquels il est écrit « Il faut quitter vos maisons parce que nous allons bombarder dans 5 minutes ». Nous avons vu les Russes bombarder des immeubles sans regard. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait jeter des pamphlets pour signaler « Nous venons dans 5 minutes ». Les pamphlets tombent. Et tu dis « dans 5 minutes, il faut fuir ». Donc, vous avez 5 minutes pour fuir. Ça me fait du mal à en parler comme ça, mais... OK, suivant. So you have made some kind of assessment. I'm saying that's the difference in the situation, facts that we haven't seen. La différence, c'est celle-là. On n'a pas vu la Russie venir envoyer, jeter des pamphlets pour signaler que nous arrivons pour bombarder dans 5 minutes. Donc, si tu es civil, tu as intérêt à fuir loin des infrastructures et des bâtiments. But the fact that you have made a determination, because what you just said to Simon is that you made a determination that Russia deliberately targeted civilians, and you have made a determination in this case that Israel is not deliberately doing that. I'm sorry, I don't see there's no other way to read. Je ne comprends pas pourquoi vous avez fait une détermination que la Russie est en train de délibérément détruire les infrastructures civiles. Mais en ce qui concerne Israël, vous dites que vous avez besoin de temps pour y réfléchir, pour trouver, faire des enquêtes et tout ça. C'est quand même un peu... No, again, we were able to show and make the determination in the case of Russia that they were intentionally targeting civilian infrastructure. We have not come to that conclusion here. On a vu que les Russes le faisaient intentionnellement, mais on n'a pas eu la même conclusion avec... voilà. With Israel. With Israel, yeah. Okay, so that means that you have thus far determined that Israel is complying with the laws of war. It does not mean that. It means that we have not conducted. Again, Matt, I know you want me to make a claim that usually is at the end of a formal legal process, and I'm not able to. Je ne peux rien dire dans ce cas, Matt. Généralement, on se dit ces genres de choses après une procédure judiciaire. On n'a pas fait d'enquête jusque-là pour dire que Israël est en train de bombarder les infrastructures civiles. Donc, je ne peux pas me prononcer dans cette histoire.
I don't think that's correct at all. And in fact, it's exactly as Simon said. You guys were very quick off the bat to accuse Russia of, and probably correctly, of committing war crimes. C'était facile quand il fallait accuser la Russie de crimes de guerre. Mais and doing that kind of thing. So, but in this case, and it's now 2.5 weeks in, you guys are saying, you guys won't say whether you will make a determination. Et maintenant, ça fait 2 semaines que vous ne dites rien dans ce cas. Even though many others have. Bien que beaucoup d'autres pays l'ont fait, ils ont dit ce qu'ils pensent. So, or many others have weighed in, either on the yes, they are complying, or no, they are not complying. I'm saying and so I think that what the world is looking for is a clear statement. Le monde attend votre avis, votre opinion par rapport à ce qui se passe à Gaza. Mais vous voulez une investigation. Mais vous n'avez pas fait de même pour la Russie en Ukraine. Expliquez-nous. Le journaliste dit. They are heeding your advice, and it sounds to me as though you're saying, yes, they are. But you then, when you're pressed on that, you won't give an answer. Again, we believe they are listening to our advice, but I cannot make the formal. I just cannot make the formal determination when it comes. Bon, écoutez, on pense qu'ils écoutent notre conseil. On leur a fait des conseils, mais moi, je peux pas faire d'expression formelle disant que mais j'espère qu'ils ont écouté nos conseils par rapport à la guerre. Mais je ne peux pas dire de manière ouverte, avec formalité, mais j'espère qu'ils ont écouté les conseils qu'on leur a prodigués. Not make the formal determination when it comes to every one of the strikes that's been launched. Let me go ahead, Saïd. Go ahead, and then we'll. Just very quickly. So you're saying, I do want to give other people a chance. But go ahead. Non, j'essaie de donner la chance à chaque personne de s'exprimer. Je ne peux pas répondre à votre question immédiatement, monsieur. C'est une question un peu chaude, mais je vais essayer de donner la chance à chaque journaliste de poser des questions, sans essentiellement répondre à votre question, un peu. You're saying that dropping leaflets on people. I'm sorry. Dropping leaflets on people, telling them that we're going to bomb this site, like 3 or 5 minutes before, is actually complying with the laws of war. Donc vous dites que j'étais des banderoles, des petits bouts de papier à la population civile disant que nous arrivons bombarder dans 5 minutes, il faut quitter l'endroit. C'est respecter la loi internationale de guerre. Is that what you said? Saïd, I am not able to sit here at this podium and talk about the specifics of every... Ah non, Saïd, je ne peux pas parler des choses spécifiques sur la guerre sur ce podium. Attendez. Saïd, I'd let you finish the question, let me finish the answer. Sure. Every individual strike, to make a determination of a war crime, you need to be able to do these very fact-specific determinations. Écoutez, je ne peux pas choisir des spécificités dans chaque bombardement pour voir si on a jeté des pamphlets ou pas. Et puis on ne peut pas comparer un bombardement à un autre. C'est inacceptable, Saïd. Je ne peux pas me mettre ici sur ce podium pour expliquer si on avait jeté des pamphlets, si c'était vraiment 5 minutes ou 6 minutes. And compare them about what international law requires and see if the international law has been violated. I'm not able to make that assessment. C'est quand on dit la loi internationale a été violée. That assessment, certainly not as you know, with facts that you were giving to me about whatever strike. You just said Here. they informed them. I'm Correct. responding to what you said. Do you think that absolves Israel from committing war crimes, or does it show that they are complying with the laws of war? That is not what I said. It is a holistic determination that we would have to make looking at all the circumstances. Go ahead. C'est donc ça, les amis. Vous voyez un peu comment ça se passe. C'est ça le monde dans lequel on vit. La justice est-elle réelle? L'égalité que l'on nous prêche, est-ce que c'est vraiment réel? Ou c'est un mirage? Je me demande. La loi du plus fort est-elle existante? Est-ce que la loi est appliquée de la même chose chez tout le monde? C'est très intéressant de voir. Donc, la question était très simple. Ce qui se passe en Russie, en Ukraine, on a tous vu les gens se prononcer par rapport à ça. Pourquoi on n'en fait pas autant pour les Palestiniens? Pourquoi on n'en fait pas autant sur Gaza? Répondez à la question. Difficile. Ici, on va voir très rapidement aux Nations Unies. Ça se passe aux Nations Unies entre le représentant d'Israël et celui de la Chine. Those who voted against this resolution, I must say that your decision shocks me to my core. In Israel, we are fighting for our very survival. My elderly parents living in Ashkelon have spent the last 20 days running back and forth to their bomb shelters as rockets rain down on them, deliberately on them, on civilians. And you cannot condemn even these deliberate attacks on civilians perpetrated by terror organizations? Pourquoi vous n'avez pas condamné l'attaque terroriste des roquettes
les explosifs qui ont été lancés sur Israël très récemment contre une population vieillissante, contre les jeunes, contre les femmes. Vous n'avez été incapable de vous exprimer, dit-il. If any of your countries endured a similar massacre, I am certain that you would act with much greater force than Israel. Si vous viviez la même chose, vous réagirez avec beaucoup plus de force que Israël. Much greater force. There would be no question in your minds that such a barbaric slaughter requires a broad military operation against the terrorists who committed such inhumane atrocities, to eradicate their terrorist capabilities in order to make sure that such atrocities can never happen again. How would Moscow react if terrorist death squads wiped out entire neighborhoods in Moscow? Comment Moscou réagirait-il? How would Beijing respond? Comment Beijing répondrait? If genocidal jihadis beheaded and murdered your babies? I will give you a moment to reflect on that thought. But I believe every person, not only here in this room, across the globe, whoever is watching this discussion, knows exactly how you would respond. Là, c'est le représentant de la Chine qui s'exprime en retour. Je serai très bref. Ce n'est pas mon intention de débattre avec Israël. Traiter la Chine d'adversaire, c'est pointer sur le mauvais cible. C'est intéressant. Je ne sais pas s'il veut dire ça par... Je ne suis pas ton ami pour que je sois ton ennemi. Il faut faire attention. Traiter la Chine d'adversaire, c'est pointer sur le mauvais... Donc, tu es en train de parler à la mauvaise personne, là. Tu vois un peu intéressant. Dès le début, on a condamné cette histoire, on a condamné les attaques sur les civils, que ce soit des Palestiniens ou des Israéliens, sans direction, sans confusion, sans distinction. Donc, on condamne les attaques sur les civils, que ce soit Israéliens ou Palestiniens. Au contraire, nous sommes en train de pousser de l'attention égale pour la sécurité concernant les Israéliens et les Palestiniens. On ne peut pas faire semblant de ne pas savoir que les droits des Palestiniens ont été fondamentalement ignorés depuis trop longtemps. Ça, c'est un coup sur le visage. On ne peut pas faire semblant de ne pas savoir que les droits des Palestiniens ont été fondamentalement ignorés depuis très longtemps. C'est-à-dire, en français ou en anglais facile, nous pouvons tous voir que les Palestiniens ont souffert depuis trop longtemps.
Nous pensons aussi que la solution de ce conflit se trouve dans une solution de deux pays, de diviser les pays, c'est-à-dire faire deux pays, Israël et Palestine, que chacun s'occupe de ses histoires personnelles. La Chine parle ici à travers son représentant avec beaucoup de force, beaucoup de calme. C'est très intéressant de voir, de lire. Quelle est votre lecture à vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, les journalistes confrontés aux représentants du gouvernement américain, les journalistes qui posent la question de savoir pourquoi ne réagissez-vous pas? Pourquoi vous ne condamnez pas ce qui se passe à Gaza? Comme vous l'avez fait en Ukraine. Pourquoi apparemment ces deux poids, deux mesures? Est-ce qu'il y a quelque chose de caché? Parce qu'en Russie, vous l'avez fait immédiatement. Infraction contre les populations civiles, violation des droits de l'homme, des droits humains, crimes de guerre. Pourquoi on n'en fait pas autant en ce qui concerne Gaza? Qu'est-ce qui se passe? Non, on a jeté des pamphlets ou des, comment vous appelez ça, des petits bouts de papier pour informer qu'on est en train que le bombardement se fera dans 5 minutes. Est-ce que ça justifie cela? Non, on a donné des conseils. J'espère que, ayant écouté nos conseils, mais je ne peux pas déterminer, c'est trop tôt pour déterminer si ce qu'ils ont fait, c'est une violation des droits de l'homme ou pas. Merci infiniment les amis, toujours un grand plaisir. Votre contribution est toujours nécessaire. Vivons-nous dans un monde correct, un monde juste? Avons-nous tous les mêmes droits? Ou nous vivons dans un monde complètement obscur, où la loi du plus fort est en réalité la meilleure? Ibrahim Traoré, fils du Burkina, en train de parler. Suivant. On fait tout pour que nous ayons peur. Ils viennent dans nos palais. Ils nous menacent directement ou des menaces voilées. Bien sûr, nous répondons comme il le faut. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Kadhafi a essayé comme ça, il est où? Il est mort. Telle personne n'a rien ici, il est en prison. Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, un Africain comme je les adore. Incroyable, fort dans ses paroles, il en tient conséquence, il n'a absolument pas peur de ce que les gens pensent. Les gens publics, généralement, veulent dire des choses qui fassent plaisir. Parce que leur objectif, ce n'est pas d'être précis dans ce qu'ils disent. Leur objectif, c'est se faire aimer. Si pas se faire aimer, en tout cas, garder une certaine position de positivité à l'égard des gens. Je suis de ceux qui brûleraient toute la prairie dans l'objectif d'accomplir un dessein collectif. Et je m'en fous de ce que vous pouvez penser. Et il est évident que M. Traoré, dans la sagesse dans laquelle il coule, certainement est le même genre de personne. Donc là, il dit, les gens disent qu'il y a des gens avant toi qui ont essayé. Thomas Sankara a essayé. Président Kadhafi a essayé. Où sont-ils aujourd'hui? C'est-à-dire une façon très subtile de dire ne continue pas à te battre pour l'objectif de ta patrie. Sinon, tu finiras comme Sankara et Kadhafi. Et lui dit, quand on dit la patrie ou la mort, nous le pensons vraiment. C'est parce que nous n'avons absolument pas peur. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Les amis, merci infiniment d'être là, c'est avec beaucoup de plaisir. Je pense qu'il est essentiel de faire ça. Monsieur Traoré, ici aussi, encore une fois, est en train de dénoncer des actes de corruption dans son gouvernement. On sait, généralement, en Afrique, les gens veulent devenir politiciens, pas pour l'objectif de créer ou d'améliorer la patrie, mais pour l'objectif de remplir leurs poches. Et moi, je suis un ferme penseur qui pense aujourd'hui qu'il faudrait essentiellement diminuer les salaires des politiciens. Si vous voulez vraiment voir qui sont des vrais politiciens, il y a des gens qui cherchent... En fait, si vous cherchez de l'argent, c'est le business qu'il faut faire, pas la politique. Suivons ce que le président burkinabé a à dire. Suivant. Il y a aussi, au cours donc de ces semaines, assez d'événements ici à la présidence, notamment un certain nombre de responsables des différents départements ministériels que j'ai tenu à recevoir personnellement
pour essayer de rediriger l'action gouvernementale en cherchant à rationner les dépenses de fonctionnement. Parce que nous nous sommes rendus compte que le fonctionnement prend tellement de place dans notre budget que nous étions obligés de lire donc ces milliers de pages. Ce n'est pas pour le plaisir des yeux, mais nous étions obligés de le lire, de faire venir chaque responsable et d'essayer de rationner pour que le budget serve à faire des investissements socio-économiques structurants de base au profit de nos masses populaires. Ok, vous avez suivi là. Nous avons remarqué que le fonctionnement nous coûte beaucoup trop d'argent. Alors il a fallu que l'on ouvre nos yeux pour lire ces pages. C'est pas parce qu'on a envie de lire les pages. C'est parce qu'on a senti que le fonctionnement seulement nous coûte beaucoup trop d'argent. Le fonctionnement, c'est-à-dire l'existence des chefs dans des départements de politique. Ça coûte beaucoup trop d'argent au gouvernement. Et ça, ce n'est pas limité au Burkina Faso. Dans tous les pays africains, sauf un ou deux, le fonctionnement coûte la grande part, le clair de l'argent que l'on disponibilise. C'est absolument malade que le fonctionnement nous coûte beaucoup trop d'argent pendant qu'on n'a même pas encore fait la fonctionnalité. C'est-à-dire nous avons été installés en politique pour faire un travail clair. Le travail n'a pas encore été effectué, mais nous dépensons déjà l'argent qui a été assigné. Alors ce n'est pas normal. Voilà pourquoi M. Traoré ouvre le livre pour comprendre qui dépense quoi. Suivant. Tous ceux qui sont passés ici, qui ont participé à l'exercice, ont reconnu que nous avons assez de dépenses dans le fonctionnement. Et nous allons continuer dans ce sens à minimiser les dépenses de fonctionnement de l'administration pour pouvoir investir mieux au profit de nos populations. Nous allons diminuer les dépenses de fonctionnement de l'administration pour bénéficier à la population. Écoutez, Africains francophones, nous allons diminuer les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les bureaux, l'achetage des voitures pour les politiciens, la localisation des maisons. Je ne comprends pas comment quand quelqu'un devient en politique, on lui cherche une grande maison, on lui donne des centaines de milliers de dollars pour s'installer. C'est absolument absurde. C'est de la maladie mentale. Voilà pourquoi Trump dit « You live in shithole countries », c'est-à-dire vous vivez dans le pays de la... Comment est-ce possible qu'un politicien qui vient à peine d'être nommé, on lui donne des centaines de milliers de dollars pour s'installer? C'est-à-dire avoir une maison, avoir des gardes, avoir une nouvelle télévision, des nouvelles voitures. Pendant qu'il a été placé, pourquoi? Le politicien est placé pour améliorer la vie de la population. Le peuple est encore en train de souffrir. Mais vous vivez dans le... Alors M. Traoré dit niet. Suivant. Ceux qui ont compris le message, je pense que c'est le cas pour la plupart, je les invite donc à redoubler d'efforts, à faire en sorte que nous puissions minimiser les dépenses de fonctionnement. Tout ce qui peut être économisé doit être économisé et investi au profit donc de nos populations. L'eau potable n'est pas une garantie pour tout le monde ici au Burkina Faso. Nous sommes aujourd'hui en train de lutter aussi pour la souveraineté alimentaire. Il y a tellement de défis qu'il faille économiser au maximum pour pouvoir relever ces défis-là. Malheureusement, dans ce contexte, nous nous rendons compte qu'il y a encore des brebis galeuses qui essaient de jouer avec le temps peut-être, mais nous avons passé 2 années à sensibiliser. Et je pense qu'à un moment donné, le peuple même trouvait que nous sensibilisons trop, il fallait passer à l'action. Ok, nous sensibilisons trop, il faut passer à l'action. M. Traoré est là, prêt à faire un travail. C'est clair que monsieur n'est pas un politicien, c'est un militaire. Il faut chicoter. Malheureusement, en Afrique, il faut chicoter. On ne peut pas passer 2 ans à sensibiliser pendant qu'il y a toujours des brebis galeuses. À un moment donné, il faut chicoter. Regardez, en Chine, on élimine des gens qui volent dans le gouvernement. Ouais, on vous étend là et on vous abat pour avoir volé l'argent du contribuable, pour avoir utilisé l'argent qui aurait pu servir de moteur pour construire des hôpitaux dans les villages, dans les endroits les plus restreints du pays, dans vos intérêts personnels, pour vos 2e femmes, vos 3e femmes, vos voitures et tout le bazar, vos enfants. On vous étend là et on vous fusille. Pourquoi on ne le fait pas en Afrique? Non, pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Oh, il faut pardonner. Pourquoi? La maman qui a perdu son enfant à l'hôpital parce que vous, ou votre oncle, ou votre cousin, parce qu'en général, vous aimez pas ça parce que ce sont vos cousins, vos oncles qui sont en politique, qui profitent de ces histoires, qui en réalité, avec un effet neige, ballon neige, finalement, vous aussi ils en profitez. Parce que l'oncle, de fois, vous envoie de l'argent avec votre anniversaire. Il faut les fusiller. Fusiller ces gens, comme ça vous allez voir si l'Afrique ne s'améliorera pas. Commencez à fusiller ceux qui volent l'argent du gouvernement. Commencez à abattre ces gens. Et on verra si l'Afrique n'évoluera pas. Ceux qui prennent l'argent du contribuable, il ne faut pas les jeter en prison, il faut les fusiller, il faut les abattre. Ils servent à quoi? Si une personne peut prioriser son intérêt personnel, son argent, ses villas, par rapport aux enfants démunis, qui ont peut-être pas des parents, des pères, des orphelins, qui ont besoin des mêmes structures, des écoles, des routes pour évoluer, pour ses intérêts personnels, vaut-il la peine de garder ces gens vivants? Il n'est pas très différent de celui qui abat plusieurs personnes à la fois. Alors comptons le nombre de gens qui perdent leur vie dans les hôpitaux. Monsieur Traoré dit assez, c'est assez. On ne peut pas faire 2 ans et avoir des brebis galeuses qui continuent à piller. Il faut passer à l'action. Suivant. Et à partir d'un moment donné, nous avons décidé de passer à l'acte. Je tiens à vous informer ici que malheureusement,
au cours de ces derniers temps, suite donc à une dénonciation sur plainte. Nous avons découvert un réseau de malfrats, malheureusement au sein du ministère même de l'Action humanitaire. Il faut les fusiller. Réseau de malfrats, il faut les fusiller. Oui, il faut les fusiller. Ils servent à quoi? Pourquoi ils sont là en train de garder le pays dans le trou? Et ça, c'est valide pour tous les pays en Afrique. Je ne parle pas seulement du Burkina Faso. Le Burkina Faso, ici, est comme repère. Les pays en Afrique où les gens ne font que voler, les chefs. Pourquoi vous célébrez les chefs? Pourquoi vous êtes devenus idolâtres des chefs? Ça n'a absolument aucun sens. Vos pays ne sont pas des royaumes. Ce sont des pays qui sont censés être des démocraties, ce n'est pas des royaumes. Pour devenir royalistes, il faut les fusiller. S'ils volent, il faut les fusiller. Oui. Et vous regarderez si l'Afrique ne sera pas ce que l'Afrique est censée être. Mais vous avez trop de cœur. Il faut pardonner. Il faut excuser. C'est comme ça. Continuez à excuser, pardonner et pleurnicher. Aller traverser la Méditerranée. Aller pleurnicher chez les gens et crier au racisme, on nous n'aime pas. Oui, voilà comment on peut vous aimer. On ne peut pas vous aimer parce que voilà, vous êtes des faiblards. Suivant. Ce ministère qui était censé donc agir au profit donc des plus démunis, c'est dans ce ministère que des gens se sont permis de détourner de l'argent et des milliards en 2024. Un ministère censé aider les démunis, les gens en difficulté, détourne des milliards. Ils ont détourné plusieurs milliards. La police a fait un excellent travail d'enquête qui nous a permis de découvrir beaucoup de biens, des véhicules de luxe, un bon nombre de choses en tout cas qui ont été saisies. Et l'affaire a été transférée donc à un tribunal. C'est pour dire que si nous ne mettons pas du sérieux dans le contrôle, il y aura toujours ce genre de personnes qui croient que tout est permis. Détourner des milliards, surtout au ministère de l'Action humanitaire dans ce contexte. Il y a des agents qu'on assure qui ont été pris dans ça, qui sont en prison actuellement. Des centaines de millions détournés. Pourquoi on ne peut pas appliquer ce genre d'histoire au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal? Bon, le Sénégal n'a pas beaucoup de problèmes comme ça jusque-là. En RDC et dans tous ces pays-là, pourquoi on ne peut pas appliquer ces mêmes principes, hein? Arrêter ces gens et en faire une référence. Il faut en faire une référence. Il faut en faire une référence. Malheureusement, ce sont des gens qui ont été installés généralement par le chef. C'est le chef qui l'a installé parce que c'est ton cousin éloigné ou l'enfant de la cousine de son père, quelque part. Voilà pourquoi il est autorisé de... Mais il faut savoir, le pays n'appartient pas au chef. Je suis désolé, sa famille. Le pays n'appartient pas au chef ou à sa famille. Le pays appartient à tout le monde. Et le peuple doit comprendre leur autorité. Vous avez autorité sur le chef. Le chef n'est pas le roi. Le chef n'a pas le droit d'installer ses frères et ses cousins, ses cousines, ses nièces à votre détriment afin que vous viviez dans la misère, la galère, la trière, la peine. Absolument pas. Voilà pourquoi on n'aime pas M. Traoré, parce qu'il est tissé, cousu d'une tranche complètement différente. Les vivres qui devaient aller au profit donc des plus démunis, au profit de ces personnes déplacées internes. Et c'est dans ce ministère que des gens ont essayé de détourner cet argent. Et je suis persuadé que ça existe un peu partout parce que nous poursuivons l'enquête. Souvent, il y a ces arrestations que vous puissiez ne pas comprendre, mais nous savons pourquoi nous le faisons. Il y a encore beaucoup de personnes qui essaient de détourner les deniers publics. Nous n'allons pas avoir de la pitié pour ces individus-là. Pas de pitié. C'est l'occasion donc d'interpeller la commission des règlements donc des dysfonctionnements qui ont été mis en place. Parce qu'il y a beaucoup de dénonciations qui arrivent au niveau de la présidence. Il faut fusiller des gens en Afrique. Se mettre au travail sérieusement et de nous permettre de dénicher tous ces voleurs qui se cachent dans l'administration. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Fusiller les voleurs en Afrique. De lutte contre le terrorisme où des gens se sacrifient sur le terrain et d'autres sont à l'arrière, se permettent de voler des milliards et pour se mettre dans du luxe. C'est difficile à cerner cette situation. En plus de tout ça, il y a des Burkinabés qui manquent de patriotisme. C'est triste. Vous voyez, en Afrique, on donne de l'argent à un politicien ou à son groupe pour bâtir un hôpital ou des hôpitaux. Il prend l'argent, 30% il paye les ingénieurs, le reste de l'argent disparaît. Et vous regardez ces politiciens passer dans les rues. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ils sont dans les rues? Il faut les fusiller. Et je comprends, on dit, oh non, on ne peut pas condamner quelqu'un sans... Mais attendez, ici, la référence est claire. L'argent a été touché. L'argent a été manipulé. Pourquoi vous les gardez? Ils servent à quoi? Ils servent à quoi? À moins que, bon, voilà, ça soit un jeu. Ils sont en train de vous jouer un jeu complètement stupide. Parce que bon, généralement, on peut se moquer de vos gueules, hein, en tant que population, en faisant semblant d'arrêter certains politiciens sous prétexte qu'ils ont volé, mais après on les libère. Hein, c'est comme ça. Pendant que vous êtes là, vous pensez qu'on a arrêté, machin, mais en réalité, on les libère. Parce que c'est un jeu qu'ils sont en train de jouer. Et vous ne verrez jamais de paix dans ces genres de pays. La paix n'existera jamais tant qu'il y aura des gens en train de souffrir. Il n'y aura jamais de paix tant qu'il y aura des gens qui n'ont pas accès aux choses les plus élémentaires, telles que l'hôpital, le médecin, la médecine.
Il n'y aura jamais de paix dans un pays tant que les gens pleureront la mort ou les morts de leur famille qui auraient pu être traités, qui auraient pu être sauvés si certaines personnes dans vos gouvernements avaient assumé leur rôle correctement. Ibrahim Traoré, il dit il n'a absolument pas peur. Benjamin Netanyahou sera arrêté et j'étais en prison. La décision antisémite du tribunal international de La Haye est un procès Dreyfus moderne qui se terminera de la même manière. Il y a 130 ans, l'officier juif français Alfred Dreyfus a été accusé à tort de trahison par un tribunal français partial. Ok, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Commence à faire noir ici, mais comme je vous aime tellement et que voilà, ça n'arrête pas, hein, pour dire la vérité, c'est même pas parce que je vous aime, hein, c'est parce que ça s'arrête pas. Inbox, salut Zach, on n'a pas eu de vidéo aujourd'hui, bonjour monsieur Zach, de quoi on parle? Parce que monsieur Zach, vous allez parler du Bénin, monsieur Zach, parler de la Côte d'Ivoire positivement, comme vous le faites toujours, monsieur Zach, parler du Mali, monsieur Zach, vous ne parlez jamais de la République démocratique du Congo, Monsieur Zach, monsieur Zach. J'aurais beaucoup de plaisir. Merci de m'aimer. Je vous aime aussi. Enfin, j'aime pas tout le monde, hein. C'est pas tous les pays que j'aime. Il y a... Je vous vois venir. Ok, on est en... voilà, le monsieur Benjamin Netanyahou a été finalement face à la musique que personne n'aime. Voilà, on s'est exprimé ouvertement en disant que monsieur Netanyahou doit être arrêté et j'étais en prison. Bon, avant ça, au moins, voilà, emmené en justice. Ce sont des choses que personne n'attendait, des choses que personne n'estimait possibles, n'est-ce pas? La ICC l'a dit, c'est-à-dire, on s'est exprimé ouvertement. Je peux également confirmer aujourd'hui que j'ai des motifs raisonnables de croire, sur la base des preuves recueillies et examinées par mon bureau, que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant portent la responsabilité pénale des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité suivants commis sur le territoire de l'État de Palestine à partir du 8 octobre 2023. Joseph Borrell, qui est le représentant numéro 1 de l'Union européenne dans ce domaine-là, l'a dit ouvertement. Suivez. I will be very sober in my comment. It is not a political decision. It is a decision of the International Court of Justice. And the decision of the court has to be respected and implemented. Regardez-la très attentivement. Il est en train d'aplatir le terrain pour dire ce qu'il a à dire. C'est-à-dire, excusez-moi, je voudrais que vous me compreniez bien. Il essaye de ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Parce qu'évidemment, on a réalisé qu'avec le temps, c'est pas à tout le monde qu'on s'adresse, hein. On peut critiquer, mais on ne critique pas tout le monde. C'est malheureusement ça la vérité. Monsieur Joseph Borrell comprend très bien le système. Voilà pourquoi il doit dire les choses très simplement et de manière le plus neutre possible. Suivez. So I take note of the decision of the International Criminal Court to issue arrest warrants from Prime Minister Netanyahu, the former Minister of Defense Mr. Gallant, and the Hamas leaders, Dave. This decision is a binding decision, and all states, parties of the court, which include all members of the European Union, are binding to implement this court decision. Et si vous remarquez, l'ICC n'a pas seulement donné de mandat d'arrêt à M. Netanyahou, il a fallu aussi donner un mandat d'arrêt à M. Mohamed Defi pour crimes de guerre et autres personnages à Gaza et parmi Hezbollah. Pourquoi? Évidemment, ils sont coupables. Numéro 2, sont-ils peut-être pas coupables, mais doivent être cités, sinon ça donnerait l'impression qu'on condamne Israël. Sont-ils coupables? Voilà pourquoi ils méritent de faire partie de la liste. Ou ne sont peut-être pas coupables? Il fallait trouver des gens pour équilibrer la notion. Mon interrogation, parce qu'encore une fois, on ne peut pas dire n'importe quoi quand il s'agit de certaines personnes, de certaines personnalités, de certaines nations. C'est comme ça dans la vie. Nous rejetons fondamentalement la décision du tribunal d'émettre des mandats d'arrêt à l'encontre de hauts responsables israéliens. Le ICC a reçu beaucoup de push-over, beaucoup de résistance. Le côté de Trump dit qu'aussitôt que Donald Trump sera là, la Cour internationale de justice sera punie par un individu. La Cour internationale de justice, encore une fois, sera punie par un individu. Vous avez entendu ça? La Cour internationale de justice créée par des nations depuis la Deuxième Guerre mondiale en succession jusqu'à aujourd'hui, sera puni par un individu et son groupe parce qu'ils ont osé dire ou faire le travail qu'une institution judiciaire fait.
Nous pensons tous que s'il y a mensonge, il y a des choses qui doivent pas être là, il y a des moyens à travers lesquels on le fait, n'est-ce pas? Il y a des moyens à travers lesquels on exige une certaine vérité ou une divergence. Mais bon, un monsieur qui est supporter de l'autre côté dit qu'il va punir la Cour d'appel. Et ça ne commence pas maintenant. Monsieur Karim Khan, qui a été le procureur dans ce cadre en faveur de la Cour de justice internationale, a subi une pression énorme pour avoir suggéré l'idée d'arrêter monsieur Benjamin Netanyahu. On l'a traité de tous les noms, on a fait toute une histoire, on lui a même fait des accusations portant à une certaine... Vous comprenez, quand vous prenez quelqu'un de force, de sexe opposé, vous comprenez? Oui. Alors, est-ce vrai ou pas? Point d'interrogation. À vous, est-ce que vous pensez que c'était légal, c'était légitime, il avait vraiment fait ça ou pas? Point d'interrogation. Secondo, les États-Unis d'Amérique, à travers ses sénateurs, ont dit ouvertement que monsieur n'osera plus foutre la plante de son pied aux États-Unis d'Amérique. C'est clair. Donc, si vous osez, vous ne viendrez plus aux États-Unis. On va s'assurer que ta famille traverse un moment très difficile. On le lui a dit, clairement. America should punish the ICC and put Karim Khan back in his place. And if the ICC is allowed to threaten Israel's leaders, we know that America will be next. Alors, qui est M. Karim Khan? M. Karim Khan a été légué, évidemment, depuis très longtemps. Il a eu une opportunité dans le passé de condamner aussi M. Poutine, qui avait été accusé de prendre des enfants de force, des enfants en Ukraine, pour les transférer en Russie illégalement. C'était inacceptable. Ces enfants russophones avaient été transférés en Russie, d'après les Russes, pour des raisons légitimes. Peut-être qu'ils voulaient les protéger. D'après eux, c'était pour les enlever du terrain de guerre et les placer dans un endroit plus sain, pour pas qu'ils succombent aux délinquances militaires. La Cour de justice internationale avait déclaré M. Poutine sujet à un arrêt international où il foutrait la plante de son pied. Today, 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation. Je vous rappelle que pendant un temps, Poutine n'a pas bougé du tout. Poutine, qui était censé partir en Afrique du Sud pour faire partie de la réunion de BRICS, était obligé d'envoyer Sergei Lavrov pour aller le représenter. Mais c'est pas parce que Poutine avait peur. Parce qu'évidemment, qui arrêterait Poutine? Écoutez, on va vous écrabouiller, ça sera Satan 2 sur vos têtes. Mais on l'a pas fait. Pourquoi? C'était pour protéger l'intégrité de l'Afrique du Sud, qui était signataire aussi jusque-là de ce papier. Donc pour pas que l'Afrique du Sud paraisse faible et inadéquat, il a fallu que Poutine ne parte pas en Afrique du Sud en envoyant Sergei Lavrov pour le représenter. Il a fait ça pendant un temps. Alors, quand on a fait ça, tout le monde a acclamé. Quand on a dit que Poutine était sujet à un mandat d'arrêt international, écoutez ce que les gens disaient. Justified it, but the question is, it's not recognized internationally by us either. But I think it makes a very strong point. We have always made clear at the European Union that those responsible for the illegal aggression against Ukraine must be brought to justice. And this International Criminal Court issue on holding Russia and its leader to account for the crimes and atrocities they are committing in Ukraine. It is so important that ICC should arrest warrant to President Putin with suspicions in this terrible war crime of children deportations. A special tribunal should be established without delay, and the EU needs to play the leading role in implementing what this parliament is demanding. Justice is coming, Mr. Putin. Tout le monde était content, tout le monde était joyeux, manifestement. Parce que c'est Poutine, en fin de compte. On l'aime pas. Okay? Comme on l'aime pas, il peut partir les griller en prison. Mais bon, ne dit-on pas que la loi n'a pas de couleur, il n'a pas de préférence. Poutine ou pas, qui que ce soit, ou se présente à faire des choses qui sont inadéquates, devrait subir la même loi. Sinon, ce n'est plus une loi, mais une préférence, n'est-ce pas? Alors, monsieur a été intimidé. Au-dessus de lui, c'est-à-dire le secrétaire général des Nations Unies, a aussi été intimidé parce qu'il n'a pas mentionné, d'après eux, Hezbollah. Même les Américains eux-mêmes ont dit qu'ils allaient faire subir à ces personnes-là les choses les plus dures. La
Cour pénale internationale a outrepassé son autorité et créé un dangereux précédent après ses demandes de mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Netanyahou et le ministre israélien de la Défense, Gallant, aux côtés des terroristes du Hamas. Je veux être très clair, les arguments contre Israël sont sans aucun fondement. Selon le texte proposé, toute personne ayant offert une assistance financière, matérielle ou technologique au tribunal sera sanctionnée. D'autre part, il est essentiel de se rappeler qu'à la Genèse, c'était l'Afrique du Sud qui est partie porter plainte contre Israël sur ce qui se passait à Gaza. Et je vous rappelle ici que l'Afrique du Sud était partie seule. Il n'y avait aucun soutien d'un seul pays africain. Bon, il faut dire un seul pays quand même. C'était le président Harare de Namibie qui a soutenu l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud évoque la Nakba du peuple palestinien, conséquence de la colonisation israélienne qui a débuté en 1948 et qui a entraîné la dépossession, le déplacement et la fragmentation systématique et forcée du peuple palestinien, la privant de son droit internationalement reconnu et inaliénable à l'autodétermination et du droit internationalement reconnu des réfugiés à rentrer dans leurs villes et villages. C'était la seule personne. Bon, en attendant, il y avait le président kenyan, le président congolais, le président ici, tous les Africains soutenaient, enfin, c'est quand même intéressant pour des pays qui traversent des moments difficiles, qui sont prétendument agressés, mais qui soutiennent, enfin, bref, continuons, les agressions, enfin, continuons, c'est pas, donc, c'est pour dire qu'il est essentiel de se rappeler que l'Afrique du Sud a joué un rôle très important, un rôle capital, en se levant, contrairement à toutes les pensées que toutes les personnes pensaient, ils sont partis montrer leur désarroi et leur désintéressement sur ce qui se passait. Parce que Nelson Mandela et Yasser Arafat étaient des gens très proches. Et l'Afrique du Sud a sa doctrine selon laquelle, aussi longtemps que la Palestine ne sera pas libre, ils ne peuvent pas se considérer totalement libres. Alors, qui va arrêter Benjamin Netanyahou? Point d'interrogation. Qui aura le courage? Fera-t-il un voyage pour défier tout le monde? Pour montrer que vous ne faites rien contre moi? Vous n'avez pas le pouvoir. Qui défiera? Ils ont la capacité nucléaire, ils ont aussi les États-Unis derrière eux. Est-ce que ça veut dire, si personne ne l'arrête dans ce cas, que la Cour de justice internationale, la Cour machin histoire, c'est du boba, c'est du n'importe quoi, il faut fermer les portes? Ou bien il y a des gens supérieurs, il y a une justice pour vous et une justice pour nous. Alors pourquoi ont-ils été condamnés? Parce qu'on a estimé que ce qu'ils ont fait était fait consciemment et que parmi les gens qui ont subi les conséquences, il y a eu des enfants, des vieillards et les autres. Ils ont aussi pensé qu'ils ont sciemment bloqué accès à la nourriture, c'est-à-dire ils ont affamé des gens, chose qui est inacceptable. Et bon, il est vrai que tu peux affamer des gens qui sont méchants, mais en affamant des gens qui sont méchants, on risque aussi d'affamer des enfants, des femmes enceintes et des vieillards. Et c'est la raison pour laquelle le ICC se levait aujourd'hui pour ça. Alors vous pensez que Joseph Borrell parle aujourd'hui comme ça? C'est pour essayer de donner une certaine signification et un respect à cette Cour de justice. Sinon, ça sera une institution de pacotille. Vrai ou faux? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Est-ce qu'on va l'arrêter ou pas? God bless. Ok, on va rapidement exploiter ce qui se passe en Afrique, dans sa généralité. On commence au Sierra Leone. Avant de commencer, s'il vous plaît, on va faire ça. On va faire ça, s'il vous plaît. Merci. Au Sierra Leone, ils se retournent évidemment vers la Russie aussi pour leur coopération et leur distance. Le gouvernement sierra-léonais est prêt à accorder aux opérateurs russes de la pêche un quota annuel de 40 000 tonnes de poissons, ainsi que des incitations à l'investissement visant à renforcer la coopération bilatérale dans le secteur. En d'autres termes, le Sierra Leone va ouvrir sa porte à la Russie pour venir exploiter ses eaux, évidemment, pêcher à hauteur de 40 000 tonnes, mais la Russie apportera quelque chose. Évidemment, il a été dit que des scientifiques de deux pays qui auparavant, évidemment, ont mené des recherches biologiques marines pour évaluer la biomasse. Ils sont partis pour voir combien de poissons il y a, évidemment, comment est-ce qu'on va exploiter, quelles sont les disponibilités, les espèces et les petits poissons pélagiques. Qu'est-ce qu'il faudrait faire et comment on va opérer? Et ensemble, ils ont décidé de procéder dans cette coopération portuaire et ça sera grand pour les deux pays. Moscou promet d'apporter un développement portuaire. Donc, les Russes vont développer les ports de Sierra Leone. Sierra Leone, évidemment, est un pays qui a traversé un moment particulièrement difficile à cause de la guerre civile, à cause de ses biens et ses richesses. Sierra Leone, évidemment, un pays qui regorge de sources presque intarissables de diamants, béni comme pas possible, a traversé un moment difficile, mais aujourd'hui, les choses changent. Alors, le port
ports sont très importants parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne peuvent pas profiter de cet avantage. Regardez par exemple sur la carte, on voit clairement le Mali, le Burkina Faso, le Niger qui n'ont pas accès aux ports. Les ports sont très importants par exemple. Pourquoi? Quand vous voulez importer certaines histoires, venons d'ailleurs, vous voulez importer le fer, de la Chine par exemple. Il y a deux façons de le faire. Soit vous emmenez par avion, ça coûte cher, c'est limité en termes de quantité, ou vous emmenez par les mers. Les mers, évidemment, c'est beaucoup plus facile, plusieurs conteneurs. Élargir vos capacités, c'est presque illimité. Alors avoir accès à la mer, dans ce cas, permet de faire des choses beaucoup plus grandes. Dans ce cas, la Russie pourra faire un développement portuaire pour le Sierra Leone, moderniser ses flottes. La Russie promet d'intégrer des nouveaux bateaux pour le Sierra Leone, ainsi que faire des investissements dans le système côtier de réfrigération. La réfrigération, évidemment, est très importante. Quand vous allez faire la pêche, il faut réfrigérer quelque part, et préférablement au port. Et la Russie promet d'apporter ce développement et un développement de surveillance pour savoir qui exploite les mers. L'engagement de la Russie en Afrique, les amis, s'intensifie ces dernières années. On a vu beaucoup de choses se passer. Le Kremlin a d'ailleurs déclaré que le renforcement de liens avec le continent constituait une priorité majeure dans sa politique étrangère. La Russie a besoin d'amis, les Européens l'ont rejeté. Donc c'est évident, il faudrait diversifier ses capacités, diversifier ses entrées. En janvier, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a confirmé un projet d'ouverture de nouvelles ambassades dans plusieurs pays africains, dont la Sierra Leone. Ceci évidemment ne se limite pas en Sierra Leone, il y a aussi le Congo-Brazzaville qui d'ailleurs il y a quelque temps, en septembre 2024, la Russie et la République du Congo ont signé un accord intergouvernemental pour la construction d'un oléoduc destiné aux produits pétroliers entre Pointe-Noire et Brazzaville. Donc le Congo-Brazzaville, enfin, il y a Congo-Brazzaville et RDC, c'est deux pays totalement différents. En réalité, parmi eux, il y a des mêmes peuples, qu'on trouve ici et là, sans doute, qui parlent les mêmes langues, les langues très similaires en tout cas. Ce sont les mêmes langues, carrément. C'est simplement un peu le twang d'ici et le twang de là. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a forte comparaison entre les Congolais-Brazzaville, Congolais Zaïrois, tout ça, qui est le meilleur Congo, c'est une imbécilité effrénée, créée depuis le français et le belge, mais des peuples qui naturellement sont frères. En effet, à Brazzaville, on a ouvert la porte aux Russes. Dans quel objectif? L'objectif est simple. Brazzaville regorge de sources énormes de pétrole. Alors pour exploiter le pétrole, il faut transporter le pétrole depuis Pointe-Noire vers Brazzaville. Et ça n'a jamais été facile. Pourquoi? Parce qu'il y a eu difficulté de transport. Il a fallu dans beaucoup de cas transférer ce pétrole à travers des camions et tout le bazar. C'est pas toujours facile. Les routes à l'africaine et tout le bazar, c'est quelquefois très difficile. La Russie va construire ce oléoduc dans l'objectif évidemment de transférer ce pétrole beaucoup plus facilement vers Brazzaville. La Russie, c'est un système qu'on appelle BOOT, donc B-O-O-T, ou bien Build, Own, Operate and Transfer. C'est-à-dire pendant 25 ans, la Russie va travailler, opérer, construire. 25 ans d'opération, ils vont entraîner les Congolais et transférant toutes les unités aux Congolais, qui leur appartiendra. La Russie et le Mali ont convenu d'élargir leur coopération à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. L'accord de l'entreprise nucléaire de l'État russe couvre le développement, l'infrastructure, les projets conjoints de la santé, l'agriculture ainsi que la formation des spécialistes maliens. Évidemment, on voit ici dans le nucléaire, dans le solaire, le Mali coopère avec la Russie dans l'objectif d'élargir aussi ses capacités. Mais ce n'est pas seulement une coopération basée sur les constructions, c'est aussi une coopération basée sur la formation des Maliens qui vont acquérir les connaissances nécessaires, pouvoir dans le futur avancer, progresser, mener, gérer leurs propres infrastructures tout seul. Pas comme dans le passé où les Français venaient construire un truc et aussitôt qu'ils partaient, vous étiez en incapacité de continuer à gérer l'histoire. Parce que voilà, la technologie vous a été cachée. Il faudrait impérativement faire appel à ces derniers pour qu'ils viennent réparer ou procéder l'histoire. Ces derniers temps, les Africains s'assurent de signer des contrats tout à fait équilibrés dans le sens où les Africains acquièrent la connaissance nécessaire pour continuer à opérer même si les hauteurs sont partis. Alors que fera le Gabon? Le Gabon aussi, nous savons il y a quelque temps, depuis le 4 juin 2025, que le Conseil de ministres de Gabon avait approuvé une décision de résilier unilatéralement l'accord de partenariat pour une pêche durable avec l'Union européenne. En effet, l'Union européenne qui pêchait au Gabon de manière effrénée, ils prenaient n'importe quoi, beaucoup d'histoires, ravageaient carrément les eaux du Gabon, malheureusement n'apportant pas grand-chose au Gabon en retour. Le président Oligui a trouvé que c'était un contrat tout à fait déséquilibré qui profitait aux Européens ou pas aux Gabonais. Comment ça? Les motifs de la résiliation sont simples. Le Gabon affirme que les contributions financières de l'Union européenne ne reflétaient pas les valeurs réelles des captures, ni couvraient les coûts de surveillance de l'application. C'est-à-dire, les Européens pêchaient, mais ils ne montraient pas l'argent. L'argent disparaissait et leurs investissements étaient complètement aveuglés.
Les flottes étrangères, principalement françaises et espagnoles, exportaient directement le poisson vers l'Europe, contournant les ports gabonais, limitant ainsi la création des emplois et le développement industriel local. Donc ils prenaient le poisson et envoyaient directement en Europe, substituant carrément la présence des Gabonais, qui auraient pu principalement profiter de cette opportunité, comme ils avaient promis. Les Européens ont promis, si vous nous permettez de pêcher chez vous, on va créer de l'emploi chez vous au Gabon, en procédant, en développant, en équipant les Gabonais. Mais ils n'ont pas fait ça. Alors le président Oligui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas parce qu'il n'a pas été condamné par la France, comme l'ont été ceux du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Est-ce que ça veut dire qu'il est totalement mauvais? Point d'interrogation. Donc le Gabon va-t-il dans ce cas commencer à travailler avec la Russie? On se demande, est-ce que les Français seront contents? Est-ce que M. Oligui est prêt à prendre ce risque? Point d'interrogation. Nous allons au Kenya. Au Kenya, les amis, c'est important de parler du Kenya. La ville ne se limite pas chez les francophones. C'est ça, malheureusement. Il faut développer son intelligence, ses capacités. D'ailleurs, je le dis très souvent à tous les francophones, si vous avez l'opportunité, un peu d'argent, il faut partir dans un pays anglophone. Allez y vivre pendant un temps. Ça va vous apporter quelque chose, il n'y a pas de doute là-dessus. Au Kenya, plus de 16 personnes ont été tuées, malheureusement, lors d'une manifestation royale contre le gouvernement. Il manifestait contre une nouvelle loi qui était votée par le Parlement et devrait être signée par le président de la République. Cette loi s'appelle Financial Bill. En fait, cette loi simplement veut dire le gouvernement ayant besoin d'argent s'est trouvé dans l'obligation de taxer ou de monter les impôts sur certains produits locaux réguliers. Le traitement contre le cancer, imaginez-vous les choses les plus élémentaires comme le pain. Pour acheter du pain, il faut aussi payer une taxe. Pour acheter une bande hygiénique, il faut aussi payer une taxe. Pour aller vous faire soigner pour votre cancer, il faut aussi une taxe. La population était totalement fâchée. Les Kenyans ne sont pas des froussards comme les francophones. Hein. Non, pas du tout. Ils sont guerriers. Ce sont des gens qui sont sortis dans les rues. Ils n'ont pas peur de mourir. Pour leurs droits, ils descendent dans les rues. C'était le feu. Ça s'est passé en 2024. Et pendant ce temps, il y a beaucoup de personnes qui ont été tuées. La population a quand même agi. Ils ont fait beaucoup de bruit. Le président, finalement, s'est senti en pression. Il était obligeant de rétracter cette décision en disant, écoutez, j'ai écouté les Kenyans. Je ne passerai plus cette loi parce que j'écoute la population. Après avoir réfléchi à la conversation continue autour du contenu du projet de loi de finances 2024 et écouté attentivement le peuple kényan qui a exprimé haut et fort son refus total de ce projet de loi de finances 2024, je cède. Et par conséquent, je ne signerai pas le projet de loi de finances 2024. C'est là que je me dis que beaucoup de gens en politique sont malheureusement des flatteux. Je ne sais pas s'ils sont sérieux ou pas. Après avoir dit ça, évidemment, une année plus tard, la population kenyane qui était partie dans les rues, un an avant, sont repartis dans les rues pour célébrer la vie de ceux qui ont perdu leur vie marchant ce jour-là, un an avant. Et arrivé dans les rues, la marche qui était paisible ou passive au départ est devenue brutale. C'était encore une répétition. Alors pourquoi les gens sont fâchés ? La plupart des gens sont fâchés parce que le président Ruto a en effet altéré cet agrément, changeant petites histoires, bougeant un peu les phrases ici là-bas et a signé quand même ces Financial Bill un an plus tard. Alors les Kenyans sont encore sortis dans les rues. Et il y a eu jusqu'à 16 morts et 400 blessés. Mais ce sont des gens très résilients qui n'ont pas peur de mourir. Ils sont différents. Les Africains ne sont pas les mêmes. Quand vous dites les Africains sont comme ça, vous parlez des francophones. Ce sont les francophones ou les gens de votre région qui sont comme ça. Alors c'est ça. Le Sierra Leone signe un contrat frénétique avec la Russie. Est-ce que c'est ça positif pour le Sierra Leone? Pour l'interrogation. Beaucoup de pays africains se tournent vers la Russie. Ont-ils raison de le faire? C'est vrai, compte tenu de l'histoire, la Russie n'a jamais colonisé un pays africain. Mais est-ce une raison de totalement faire confiance ou aveuglement à la Russie? Pour l'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.